besoin et une demande de plus en plus importante de davantage d'informations et de transparence, qui est associée également avec une implication croissante des usagers, avec le développement de démarches inclusives dans nos différentes productions. Et une dernière transition qui n'est pas de toutes les innovations autour des médicaments, des dispositifs médicaux de manière générale, mais également l'apparition, et ça a déjà été mentionné dans la précédente intervention du professeur Six, c'est l'e-santé, l'intelligence artificielle, la télémédecine, qui peuvent apporter également de nouveaux changements organisationnels avec une prise en charge qui peut être organisée de plus en plus à distance de ces patients. Donc voilà pour un contexte en mutation, ce qui nous amène à parler à notre sujet d'intérêt aujourd'hui qui est la santé numérique. Et effectivement, on voit apparaître de nombreuses technologies numériques sur l'ensemble du parcours et de la prise en charge qui est lié au monde de l'intelligence artificielle, avec des applications et des objets connectés qu'on va pouvoir trouver en bien-être avec par exemple une montre connectée pour aller suivre ses battements cardiaques, mais également en prévention, que ce soit de la prévention primaire ou secondaire ou voire tertiaire, avec par exemple des balances connectées, dans le soin directement pour vous en tant que professionnel, l'utilisation de logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, des systèmes d'aide à la décision. Et également, on voit apparaître des logiciels à destination des patients qui ont des visées thérapeutiques, mais également tous les aspects de la télémédecine, de l'organisation des soins à distance, avec notamment la télésurveillance. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur cette télésurveillance, sur ce suivi à distance des patients, puisque depuis 2023, nous avons en France la possibilité de rembourser la télésurveillance médicale, et à la fois le remboursement du positif qui permet la télésurveillance, l'organisation des soins, et donc une rémunération pour le professionnel qui réalise cette activité à distance. Et donc, en dressant ce panorama des outils existants, il apparaît que ces outils vont représenter un véritable vivier pour répondre aux défis du système de santé. Mais ce qu'on peut assez vite noter, c'est qu'on a une certaine hétérogénéité, une hétérogénéité particulièrement importante, selon le type de technologie auquel on a affaire, selon leurs principes de fonctionnement, selon le fait que la technologie repose ou non sur de l'apprentissage automatique, sur du machine learning, sur du deep learning ou non, en termes de fonctionnalité même propre de l'outil, sur l'utilisateur qui est la cible de cet outil, est-ce que c'est un usager, un patient, un professionnel, un établissement de santé, et sur la régulation également, avec la question, est-ce qu'il y a une finalité médicale et donc mon dispositif est un dispositif médical ou non. Et on voit apparaître le premier enjeu du régulateur, mais également de vous, professionnels, voire de patients, à chaque fois qu'il y a une nouvelle confrontation avec un nouveau dispositif, une nouvelle technologie numérique, c'est la question de savoir de quoi on parle en fait, et comment cartographier ces différents outils, avant de se poser même la question de la pertinence de l'utilisation de cet outil dans sa pratique. Et c'est vraiment dans ce contexte que la Haute Autorité de Santé a commencé à suivre de près le sujet du numérique et a publié en 2019 un rapport d'analyse prospective sur le numérique, avec un constat qui était dressé dans ce rapport, c'était que la majorité des technologies numériques au final étaient utilisées en santé, voire même intégrées dans les soins, sans que leur utilité ou leur pertinence par rapport à l'arsenal existant soit établie, et souvent sans que les utilisateurs, qu'ils soient patients ou professionnels, s'estiment pleinement éclairés de leurs limites ou de leur performance, ce qui pose un certain nombre de questions en termes de qualité et de sécurité des soins. Et donc c'est dans ce contexte qu'a été créée en 2021 la mission du numérique en santé dans laquelle je travaille, et qui a pour objectif de vraiment contribuer à intégrer le numérique dans la pratique professionnelle, mais également dans l'État. Les objectifs de cette mission numérique, elles sont au nombre de 4. La première, vous l'avez compris, c'est de favoriser le bon usage de ces outils numériques. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça peut notamment passer par la mise en place de recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour les activités de soins à distance, notamment de la télémédecine, de la téléexpertise. Il y a aussi une réflexion autour de l'intégration de ces usages des technologies numériques à chaque fois que c'est pertinent dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles ou de parcours de soins. Par exemple, en diabétologie, quels sont les outils qui sont pertinents, les outils numériques pertinents qu'on peut recommander.
Il y a un enjeu qui est particulièrement fort en tant qu'institution, qui est l'utilisation du numérique aussi pour diffuser l'ensemble de ces productions et des travaux pour améliorer in fine leur impact clinique auprès des patients. Et un dernier axe, comme je vous l'ai dit, qui a été ouvert cette année, c'est l'évaluation des dispositifs médicaux numériques et notamment de ceux à visée de télésurveillance médicale pour éclairer les décisions de remboursement. Et justement, quand on parle de remboursement et d'évaluation par la Haute Autorité de Santé, il semble important de mentionner le périmètre aujourd'hui d'évaluation sur ces technologies numériques qui est particulièrement restreint, puisqu'en fait la majorité de ces technologies numériques aujourd'hui ne font pas l'objet d'un remboursement en France. Et du coup, il n'y a pas d'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Je prends l'exemple, par exemple, des technologies qui n'ont pas de finalité médicale, qui ne sont donc pas des dispositifs médicaux, pour lesquels il n'y a aucune évaluation de la part de la Haute Autorité de Santé. Et à part un référentiel de critères de qualité qui est facultatif, qui est à la destination des entreprises, la Haute Autorité de Santé ne conduit pas de travaux sur ces technologies. Il y a les technologies également dispositifs médicaux numériques à usage individuel, donc au bénéfice d'un seul patient. Et également les dispositifs, j'en parlais, de télésurveillance médicale, qui peuvent faire l'objet d'une évaluation dans une perspective d'un remboursement individualisé. Mais cela ne concerne que peu de technologies aujourd'hui et nous n'avons évalué que moins de 10 dossiers à ce stade sur ces technologies numériques. Et nous avons également un quatrième volet qui sont les dispositifs médicaux numériques à usage professionnel exclusivement, qui eux ne font pas l'objet d'une évaluation par la Haute Autorité de Santé, sauf en cas d'une évaluation via l'acte associé, notamment si l'acte associé à ce dispositif nécessite la création d'un nouvel acte ou la modification d'un acte existant. Mais j'attire votre attention sur le fait que cette évaluation de l'acte n'implique pas une évaluation de la technologie en propre, donc ce qui est une grosse différence et ce qui fait que de nombreuses technologies à destination des professionnels ne sont pas dans le périmètre d'action aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé. Pour autant, il y a une mission qui est importante qu'il faut mentionner, c'est la mission historique de certification de tous les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand on prend un peu de recul, on voit vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que de nombreuses technologies numériques aujourd'hui n'entrent pas dans les cadres d'évaluation existants ou ne font pas l'objet de travaux par la Haute Autorité de Santé, ce qui, pour autant, ne pose pas des questions en termes de sécurité et de qualité des soins. En sachant que cette évaluation des technologies numériques va présenter des spécificités et des enjeux, notamment liés à la très forte rapidité d'évolution technologique, ce qui pose la question, du coup, quand on évalue, nous en tant que régulateurs ou vous en tant que professionnels, un outil, c'est se poser la question de la transposition des résultats des études cliniques aux versions ultérieures de ce dispositif. Il y a également cette difficulté de l'interaction avec des technologies numériques avec d'autres dispositifs, objets, plateformes, notamment permettant la collecte, la transmission et le traitement des données, ce qui vient compliquer le champ de l'évaluation qui devient plus flou. On ne sait pas exactement jusqu'à où s'arrête l'évaluation, avec des questions aussi autour du respect et de la protection des données personnelles. Et puis, il y a un dernier enjeu, notamment dû à l'existence de ces technologies qui utilisent de l'apprentissage automatique, du machine learning, du deep learning, avec ces fameuses boîtes noires où on ne comprend pas forcément toujours le fonctionnement de l'outil. Et ceci couplé au fait que les technologies numériques impliquent pour beaucoup un impact organisationnel et non pas un impact clinique. Et ceci nous a amené à modifier, à évoluer, à faire évoluer nos évaluations. Et donc notamment via la production d'une grille descriptive des technologies qui embarquent de l'apprentissage automatique, du machine learning, du deep learning, afin de donner à la Haute Autorité de Santé les moyens en fait de comprendre quand on a une technologie avec IA qu'on doit évaluer, comment fonctionnent ces technologies, sur quelle base de données la technologie a été entraînée, sur quelle base de données elle a été validée, quelle est sa robustesse, etc. Donc un certain nombre de questions qui visent à donner plus de transparence sur le développement de ces outils. Et puis, je vous l'ai dit, la prise en compte aujourd'hui dans nos évaluations de l'impact organisationnel de ces technologies. Et avant en détail professionnel, il est important de mentionner rapidement les technologies qui sont à usage individuel, donc à destination des patients. Je vous l'ai dit, évolué en 2020 avec
décrets qui le droit commun de la télésurveillance médicale, donc de manière pérenne des activités de télésurveillance médicale. Vous parlez médicament qui va permettre la prise en charge anticipée d'une durée d'1 an d'une technologie en attendant d'avoir des résultats cliniques qui sont plus pertinents et plus aboutis. Et donc ça concerne à la fois les technologies à visée de télésurveillance médicale, mais également à visée thérapeutique. Et on voit que l'évaluation de ce type de technologie va amener des spécificités par rapport aux processus existants pour les autres évaluations de technologie, notamment pour les dispositifs de télésurveillance médicale, avec, je vous l'ai dit, une prise en charge à la fois du dispositif médical en propre, mais également de toute l'organisation des soins qui est associée à cette technologie. Et donc, il me semble là important de le rappeler, puisque aujourd'hui, dans les premiers dossiers que nous avons pu évaluer, nous avons énormément de dossiers de télésurveillance en oncologie pour le suivi à domicile des patients qui sont traités notamment par exemple par anticancéreux oraux, avec l'implication d'un pharmacien de ville parfois et un pharmacien hospitalier dans ces nouvelles organisations de soins permettant le suivi à domicile du patient pour la prévention des rechutes par exemple, ou la détection d'effets indésirables par exemple, qu'on aurait plus de temps à détecter sans télésurveillance. Et donc, ceci implique la création d'un modèle économique qui est spécifique pour financer le dispositif, mais également l'activité des professionnels. Et il y a des critères spécifiques d'évaluation qui en résultent, sur lesquels je ne m'attarderai pas. Mais quelque chose d'intéressant que je souhaitais mentionner, c'est que pour ces technologies, comme la Haute Autorité de Santé doit se positionner à la fois sur le dispositif en tant que tel, mais également sur l'organisation des soins, il y a une nouveauté qui a été ajoutée et introduite par rapport aux évaluations classiques de la Haute Autorité de Santé, c'est vraiment l'implication des représentants d'organisations professionnelles qui peuvent faire part de leur observation sur l'avis qui a été émis par la Haute Autorité de Santé. Et si je viens spécifiquement maintenant sur le sujet des dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, il faut savoir que donc, c'est une mission historique de la Haute Autorité de Santé, qui, bien avant la création de cette mission du numérique en santé, avait déjà une mission de réalisation d'une procédure et des référentiels de certification pour les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, avec pour objectif de garantir la conformité de ces logiciels à des exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et d'efficience. Donc ces référentiels, ils ont fait suite à la standardisation de l'expression des besoins des professionnels au niveau national sur ces outils d'aide à la prescription et à la dispensation. Et au final, la certification, ça consiste en un audit du produit, donc du logiciel, qui est réalisé non pas par la Haute Autorité de Santé, mais par un organisme certificateur qui va se baser sur les référentiels qui ont été émis par la Haute Autorité de Santé. Et donc ça constitue un label de qualité. Cependant, cette certification qui était auparavant obligatoire est désormais facultative et elle a une durée de 3 ans. Donc, quels sont les logiciels concernés ? Je vous l'ai dit, logiciels d'aide à la prescription, que ce soit en médecine ambulatoire ou des logiciels d'aide à la prescription hospitalier, et les logiciels d'aide à la dispensation en officine ou en pharmacie à usage intérieur, donc à l'hôpital. Et donc, pour fonctionner, bien évidemment, au-delà de leur fonctionnalité propre, ces logiciels doivent être adossés à une base de données sur les médicaments de qualité. Et donc la Haute Autorité de Santé agrée ces bases de données, et j'y reviendrai dans quelques instants. Mais je souhaitais donc revenir sur le sommaire type des référentiels de certification que nous pouvons produire, en sachant que la certification est organisée autour de plusieurs types de critères que les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation doivent respecter. Et donc vous trouverez sur cette diapositive l'ensemble des grandes catégories de critères qui sont retrouvés dans ces référentiels. Et on trouve des critères sur l'information sur le médicament, sur le patient, mais également sur par exemple l'affichage du médicament, préciser par exemple dans ce référentiel que l'affichage ne doit pas favoriser le princeps au générique, qu'il faut mettre des alertes en cas de dépassement de posologie par exemple, que la finalisation de la rédaction de l'ordonnance ou de la dispensation doit permettre d'avoir une vue récapitulative de l'ensemble de la prescription, et également insister sur la transparence des éventuels liens d'intérêt de l'éditeur de ce type de logiciel, notamment parce que, on l'a vu aux États-Unis, certains types de logiciels d'aide à la prescription avaient
des liens d'intérêt avec des industries pharmaceutiques et favoriser la prescription d'opioïdes. Et donc, il faut vraiment garantir que ces logiciels sont absolument transparents sur tous les liens d'intérêt éventuels de l'éditeur. Donc, l'agrément des bases de données, je vous en ai parlé, vient assurer en fait le contenu de l'information médicale qui doit reposer pour que les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation fonctionnent sur une source documentaire qui est robuste et à jour. Et donc cet agrément, il est donné sur la base d'une charte de qualité qui est élaborée par la Haute Autorité de Santé et qui vise à garantir le respect d'un certain nombre de critères. Donc l'exhaustivité, par exemple, la complétude, la neutralité, l'exactitude, la fraîcheur des données et l'interopérabilité. Et par exemple, à nouveau sur la neutralité, un enjeu qui est important, c'est que la sélection, l'ordre et la présentation des médicaments ne soient pas influencés par des considérations promotionnelles. Pardon. Donc voilà pour les missions historiques sur les dispositifs qui sont à destination des professionnels. Mais depuis 2022, la Haute Autorité de Santé a lancé des travaux sur les autres outils numériques à destination des professionnels de santé sur lesquels la HAS n'avait auparavant aucune action. Et donc au final, cela concerne notamment les technologies d'aide au dépistage, au diagnostic ou à la décision médicale et thérapeutique. Et il me semble que vous aurez tout à l'heure notamment une intervention sur un système d'aide au diagnostic en ophtalmologie. Donc voilà, on s'intéresse à ce type de système avec pour objectif, comme ils ne sont pas évalués, pour autant, vu qu'ils posent un certain nombre de questions en termes de qualité et de sécurité des soins, de créer un cadre de confiance et de favoriser, lorsqu'ils sont utiles et performants, leur intégration dans le système de santé. Donc de quel type de logiciel exactement on va pouvoir parler? On parle de technologies qui ont de l'apprentissage automatique ou non, et qui vont permettre par exemple d'identifier des fractures osseuses ou des nodules pulmonaires sur une radiographie, qui vont pouvoir aider au contouring d'une tumeur en une radiothérapie, qui vont permettre de réaliser une première lecture de l'âme en anapathe, d'aider au diagnostic d'un mélanome à partir de photos de lésions cutanées, mais également d'identifier par exemple les risques iatrogéniques pour un patient. Et du coup, la première étape de ces travaux a été déjà de recenser les usages et les besoins du terrain des professionnels. Et donc nous avons mené une trentaine de rendez-vous avec des organisations professionnelles et des experts sur ce sujet pour essayer d'identifier vraiment leurs besoins et leurs attentes sur ce sujet. Et donc ceci a été complété d'une analyse de la littérature et a donné lieu à la publication d'une synthèse il y a maintenant un an, synthèse qui fait l'état de l'art sur l'utilisation et l'intégration en pratique de ces outils en France et s'intéresse également aux initiatives qui sont mises en place à l'international par les différentes agences d'évaluation pour réguler les usages de ces technologies. Et en fin de production, en fin de cette synthèse, nous ouvrons un certain nombre de perspectives à mettre en œuvre pour créer ce fameux cadre de confiance sans pour autant freiner l'innovation. Si je balaye rapidement les principaux messages de cet état des lieux, c'est qu'on voit qu'en France aujourd'hui, on a une utilisation de ces dispositifs avec intelligence artificielle qui est encore sporadique et qui est très hétérogène selon les différentes spécialités, avec notamment des spécialités à prédominance technique et diagnostique avec de l'imagerie qui sont particulièrement avancées. Je pense notamment à la radiologie, je pense notamment à la radiothérapie par exemple, mais également à l'anapathe pour ne citer que ces trois spécialités. Mais cependant, même au sein d'une même spécialité, on voit de nombreuses hétérogénéités, notamment en fonction de l'appétence des professionnels pour les technologies numériques. Et on voit également que ces technologies, au final, ont des performances qui sont particulièrement variables, alors que pour autant, il n'y a pas forcément d'études aujourd'hui cliniques qui vont venir valider et comparer les différents dispositifs entre eux, ce qui pose de nombreuses questions de qualité et de sécurité. Et on voit qu'à l'international, il y a très peu de cadres d'évaluation qui ont été réalisés par les agences d'évaluation, donc HTA, Healthcare Technology Assessment, mais on voit des premiers développements de cadres et des premiers outils. Et quand on a interrogé spécifiquement les professionnels sur leurs besoins, ce qu'il est ressorti, c'était un fort besoin d'aide au diagnostic et à la sélection de ces outils, besoin d'être outillés pour comprendre vraiment le fonctionnement et sur quels critères faire leur choix et leur sélection pour pouvoir les déployer en pratique.
Et donc ceci a donné lieu à notre première production véritable en dehors de la synthèse, qui était vraiment un guide d'aide au choix, qui était à destination des professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou exerçant en établissement, mais également des réseaux et des groupements d'achat hospitaliers, afin de leur permettre d'identifier toutes les questions à poser à l'industriel avant l'achat de ce type de technologie pour choisir la technologie la plus pertinente pour sa pratique. Et donc ce guide ne vise pas à donner des réponses spécifiques à ces questions. On souhaitait rester justement assez ouvert, mais l'objectif c'est vraiment de donner des éléments de réflexion aux professionnels pour se questionner sur, avant d'acheter, en fait, sur quels critères je dois faire mon choix, à quoi je dois faire attention. Et on sait que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a un vrai besoin de vulgariser, de simplifier ces questions. Donc on a essayé de faire un guide le plus généraliste et accessible possible, afin de vraiment permettre de favoriser l'information pour les professionnels et de favoriser la transparence de ces outils et d'éviter cet effet boîte noire. Donc, au final, on a identifié 10 questions macro à poser aux industriels, mais également à se poser soi-même, presque pour poser la question du besoin médical. Est-ce qu'une technologie numérique va permettre vraiment de répondre à ce besoin médical? Ensuite, un certain nombre de questions sur le dispositif numérique en propre. Est-ce que la finalité du dispositif médical numérique correspond vraiment à l'utilisation qui est prévue? Quels sont les éléments de preuve clinique à disposition pour conclure sur l'intérêt et la pertinence de l'utilisation du dispositif? Quels sont les principes de fonctionnement du dispositif afin de comprendre le fonctionnement au moins de manière assez basique? Et on sait que ces outils ont bien sûr des conséquences organisationnelles qui sont fortes, avec la possibilité d'avoir des délégations de compétences entre médecins infirmiers, entre radiologues et manipulateurs radio. Et donc l'objectif est vraiment d'amener aussi les potentiels utilisateurs à se poser les conséquences sur l'organisation des soins, mais également sur l'environnement. Voilà. Donc c'est une question que vous allez pouvoir retrouver au sein de ce guide, avec des questions également sur les coûts et les conséquences économiques qui sont liées à l'utilisation de ces produits, puisqu'il faut passer dans ces cas-là à l'achat du dispositif, que ce soit un événement, etc. Il y a aussi toute la réflexion autour de la maintenance des coûts qu'on a forcément envisagés, qu'il faut intégrer, le stockage des données. Donc, tout ceci a un coût et il faut vraiment anticiper ces coûts pour faire un choix vraiment éclairé. Et au final, de quels moyens informatiques, juridiques et réglementaires le professionnel a besoin pour que l'outil fonctionne en totalité, puisque ça sert à rien d'aller acheter une technologie numérique qui est absolument incroyable mais qui a besoin d'une bande passante et d'une connexion internet hyper rapide si vous ne l'avez pas au sein de votre établissement. Donc il faut nécessairement se poser des questions sur les prérequis techniques pour l'achat de ces dispositifs. Et en amont de l'intégration, il y a deux questions qui me semblaient importantes de soulever, c'est la phase d'expérimentation, c'est-à-dire encourager les professionnels établissements avant de faire un achat définitif à se poser la question de pouvoir tester en amont les performances du dispositif et ses conséquences organisationnelles. Et ça permet vraiment de faire ce choix éclairé sur l'achat de ces dispositifs avec l'intelligence artificielle. Et inviter également en amont de l'intégration de ces dispositifs à réfléchir dès le début sur des critères et des indicateurs de réussite de l'intégration de ce dispositif. En fait, tout simplement inviter les futurs utilisateurs à faire dès le début un bilan, à réfléchir au bilan de l'intégration de ces dispositifs. Donc ce projet il en est qu'à ses débuts. On a plusieurs pistes pour la suite, notamment de développer d'autres productions à destination des professionnels ou des établissements, mais également carrément conduire des évaluations spécifiques pour certains types de technologies. On sait qu'on ne pourra pas, devant le nombre de technologies existantes et la rapidité d'évolution, mener des évaluations sur l'ensemble de ces technologies, mais du coup, on est en réflexion pour ces différentes suites du projet. Et avant de laisser place à vos éventuelles questions, je voulais